Comment l'Amérique a détruit le gazoduc Nord Stream. Le New York Times a qualifié cela de « mystère », mais les USA ont exécuté une opération maritime secrète qui était gardée secrète jusqu'à présent. Le centre de plongée et de sauvetage de la marine américaine se trouve dans un endroit aussi obscur que son nom, sur ce qui était autrefois une route de campagne dans la campagne de Panama City, une station balnéaire en plein essor dans le sud-ouest de la Floride, à 70 miles au sud de la frontière de l'Alabama. Le complexe du centre est aussi indescriptible que son emplacement, une structure en béton terne d'après la Seconde Guerre mondiale qui ressemble à un lycée professionnel du côté ouest de Chicago. Une laverie automatique et une école de danse se trouvent de l'autre côté de ce qui est maintenant une route à 4 voies. Le centre forme depuis des décennies des plongeurs en eau profonde hautement qualifiés qui, une fois affectés à des unités militaires américaines dans le monde entier, sont capables de plonger techniquement pour faire le bien, en utilisant des explosifs C4 pour nettoyer les ports et les plages des débris et des munitions non explosées, ainsi que le mauvais, comme faire sauter des plateformes pétrolières étrangères, encrasser les soupapes d'admission des centrales électriques sous-marines, détruire les écluses des canaux de navigation cruciaux. Le centre-ville de Panama, qui possède la deuxième plus grande piscine intérieure d'Amérique, était l'endroit idéal pour recruter les meilleurs, et les plus taciturnes, diplômés de l'école de plongée qui ont réussi l'été dernier ce qu'il avait été autorisé à faire 260 pieds sous la surface de la mer Baltique. En juin dernier, les plongeurs de la marine, opérant sous le couvert d'un exercice de l'OTAN largement médiatisé au milieu de l'été connu sous le nom de « Baltop 22 », ont planté les explosifs déclenchés à distance qui, 3 mois plus tard, ont détruit 3 des 4 pipelines Nord Stream, selon une source ayant une connaissance directe de la planification opérationnelle. 2 des gazoducs, connus collectivement sous le nom de Nord Stream 1, fournissaient à l'Allemagne et à une grande partie de l'Europe occidentale du gaz naturel russe bon marché depuis plus d'une décennie. Une deuxième paire de pipelines, appelée Nord Stream 2, avait été construite mais n'était pas encore opérationnelle. Maintenant, avec les troupes russes massées à la frontière ukrainienne et la guerre la plus sanglante en Europe depuis 1945 imminente, le président Joe Biden a vu les pipelines comme un moyen pour Vladimir Poutine d'armer le gaz naturel pour ses ambitions politiques et territoriales. Invité à commenter, Adrienne Watson, porte-parole de la Maison-Blanche, a déclaré dans un courriel « C'est une fiction fausse et complète ». Tammy Thorpe, porte-parole de la Central Intelligence Agency, a écrit de la même manière « Cette affirmation est complètement et totalement fausse ». La décision de Biden de saboter les pipelines est intervenue après plus de 9 mois de débats très secrets au sein de la communauté de la sécurité nationale de Washington sur la meilleure façon d'atteindre cet objectif. Pendant une grande partie de cette période, la question n'était pas de savoir s'il fallait faire la mission, mais comment la faire sans aucune idée manifeste de qui était responsable. Il y avait une raison bureaucratique vitale de compter sur les diplômés de l'école de plongée hardcore du centre à Panama City. Les plongeurs étaient uniquement de la marine, et non des membres du commandement des opérations spéciales des États-Unis, dont les opérations secrètes doivent être signalées au Congrès et informées à l'avance des dirigeants du Sénat et de la Chambre le soi-disant gang des 8. L'administration Biden faisait tout son possible pour éviter les fuites car la planification a eu lieu à la fin de 2021 et dans les premiers mois de 2022. Le président Biden et son équipe de politique étrangère, le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan, le secrétaire d'État Tony Blinken et Victoria Nuland, la sous-secrétaire d'État à la politique avaient exprimé leur hostilité à l'égard des 2 pipelines, qui se déroulaient côte à côte sur 750 miles sous la mer Baltique à partir de 2 ports différents du nord-est de la Russie près de la frontière estonienne, passant près de l'île danoise de Bornholm, avant de se terminer en Allemagne. La route directe, qui contournait tout besoin de transiter par l'Ukraine, avait été une aubaine pour l'économie allemande, qui bénéficiait d'une abondance de gaz naturel russe bon marché suffisamment pour faire fonctionner ses usines et chauffer ses maisons tout en permettant aux distributeurs allemands de vendre l'excédent de gaz, à profit, dans toute l'Europe occidentale. Une action qui pourrait être attribuée à l'administration violerait les promesses des États-Unis de minimiser les conflits directs avec la Russie. Le secret était essentiel. Dès ses débuts, Nord Stream 1 a été considéré par Washington et ses partenaires anti-russes de l'OTAN comme une menace pour la domination occidentale. La holding derrière elle, Nord Stream AG, a été constituée en Suisse en 2005 en partenariat avec Gazprom, une société russe cotée en bourse générant d'énormes profits pour les actionnaires, dominée par des oligarques connus pour être sous l'emprise de Poutine. Gazprom contrôlait 51% de l'entreprise, 4 entreprises énergétiques européennes, une en France, une aux Pays-Bas et 2 en Allemagne se partageant les 49% restants du stock et ayant le droit de contrôler les ventes en aval du gaz naturel bon marché aux distributeurs locaux en Allemagne et en Europe occidentale.
Les bénéfices de Gazprom ont été partagés avec le gouvernement russe, et les revenus pétroliers et gaziers de l'État ont été estimés certaines années à 45% du budget annuel de la Russie. Les craintes politiques de l'Amérique étaient réelles, Poutine disposerait désormais d'une source de revenus majeure supplémentaire et indispensable, et l'Allemagne et le reste de l'Europe occidentale deviendraient dépendants du gaz naturel à bas prix fourni par la Russie tout en diminuant la dépendance européenne vis-à-vis de l'Amérique. En fait, c'est exactement ce qui s'est passé. De nombreux Allemands considéraient Nord Stream 1 comme faisant partie de la délivrance de la célèbre théorie de l'Ostpolitik de l'ancien chancelier Willy Brandt, qui permettrait à l'Allemagne d'après-guerre de se réhabiliter et de réhabiliter d'autres nations européennes détruites pendant la Seconde Guerre mondiale, entre autres initiatives, en utilisant du gaz russe bon marché pour alimenter un marché et une économie commerciale prospère en Europe occidentale. Nord Stream 1 était suffisamment dangereux, de l'avis de l'OTAN et de Washington, mais Nord Stream 2, dont la construction a été achevée en septembre 2021, doublerait, s'il était approuvé par les régulateurs allemands, la quantité de gaz bon marché qui serait disponible pour l'Allemagne et l'Europe occidentale. Le deuxième gazoduc fournirait également suffisamment de gaz pour plus de 50% de la consommation annuelle de l'Allemagne. Les tensions ne cessaient de s'intensifier entre la Russie et l'OTAN, soutenues par la politique étrangère agressive de l'administration Biden. L'opposition à Nord Stream 2 a éclaté à la veille de l'investiture de Biden en janvier 2021, lorsque les républicains du Sénat, dirigés par Ted Cruz du Texas, ont soulevé à plusieurs reprises la menace politique du gaz naturel russe bon marché lors de l'audience de confirmation de Blinken en tant que secrétaire d'État. À ce moment-là, un Sénat unifié avait adopté avec succès une loi qui, comme Cruz l'a dit à Blinken, a stoppé le pipeline dans son élan. Il y aurait une énorme pression politique et économique de la part du gouvernement allemand, alors dirigé par Angela Merkel, pour que le deuxième pipeline soit mis en service. À ce moment-là, un Sénat unifié avait adopté avec succès une loi qui, comme Cruz l'a dit à Blinken, a stoppé le pipeline dans son élan. Il y aurait une énorme pression politique et économique de la part du gouvernement allemand, alors dirigé par Angela Merkel, pour que le deuxième pipeline soit mis en service. Biden tiendrait-il tête aux Allemands ? Blinken a dit oui, mais a ajouté qu'il n'avait pas discuté des détails des opinions du nouveau président. Je connais sa forte conviction que c'est une mauvaise idée, le Nord Stream 2, a-t-il déclaré. Je sais qu'il voudrait que nous utilisions tous les outils de persuasion dont nous disposons pour convaincre nos amis et partenaires, y compris l'Allemagne, de ne pas aller de l'avant avec cela. Quelques mois plus tard, alors que la construction du deuxième pipeline était presque terminée, Biden cligna des yeux. En mai, dans un revirement étonnant, l'administration a renoncé aux sanctions contre Nord Stream AG, un responsable du département d'État concédant qu'essayer d'arrêter le pipeline par des sanctions et la diplomatie avait toujours été un long coup. Dans les coulisses, des responsables de l'administration auraient exhorté le président ukrainien Volodymyr Zelensky, alors confronté à une menace d'invasion russe, à ne pas critiquer cette décision. Il y a eu des conséquences immédiates. Les républicains du Sénat, dirigés par Cruz, ont annoncé un blocus immédiat de tous les candidats en politique étrangère de Biden et retardé l'adoption du projet de loi annuel sur la défense pendant des mois, au plus profond de l'automne. Politico a décrit plus tard le revirement de Biden sur le deuxième pipeline russe comme la seule décision, sans doute plus que le retrait militaire chaotique d'Afghanistan, qui a mis en péril le programme de Biden. L'administration pataugeait, malgré un sursis sur la crise à la mi-novembre, lorsque les régulateurs allemands de l'énergie ont suspendu l'approbation du deuxième gazoduc Nord Stream. Les prix du gaz naturel ont bondi de 8% en quelques jours, alors que l'Allemagne et l'Europe craignaient de plus en plus que la suspension du pipeline et la possibilité croissante d'une guerre entre la Russie et l'Ukraine ne conduisent à un hiver froid très indésirable. Washington ne savait pas exactement où se trouvait Olaf Scholz, le nouveau chancelier allemand. Quelques mois plus tôt, après la chute de l'Afghanistan, Scholz avait publiquement approuvé l'appel du président français Emmanuel Macron à une politique étrangère européenne plus autonome dans un discours prononcé à Prague suggérant clairement une moindre dépendance à l'égard de Washington et de ses actions mercuriales. Tout au long de tout cela, les troupes russes se sont progressivement et de façon inquiétante renforcées aux frontières de l'Ukraine, et à la fin du mois de décembre, plus de 100 000 soldats étaient en position de frapper depuis la Biélorussie et la Crimée. L'inquiétude grandissait à Washington, y compris une évaluation de Blinken selon laquelle ses effectifs pourraient être doublés en peu de temps. L'attention de l'administration était à nouveau concentrée sur Nord Stream. Tant que l'Europe restait dépendante des gazoducs pour le gaz naturel bon marché, Washington craignait que des pays comme l'Allemagne hésitent à fournir à l'Ukraine l'argent et les armes dont elle avait besoin pour vaincre la Russie. C'est à ce moment troublé que Biden a autorisé Jake Sullivan à réunir un groupe interinstitutions pour élaborer un plan. Toutes les options devaient être sur la table.
Mais un seul émergerait. Planification. Au cours des réunions suivantes, les participants ont débattu des options pour une attaque. La marine a proposé d'utiliser un sous-marin nouvellement mis en service pour attaquer directement le pipeline. L'armée de l'air a discuté du largage de bombes avec des fusibles retardés qui pourraient être déclenchés à distance. La CIA a fait valoir que quoi qu'il soit fait, cela devrait être secret. Toutes les personnes impliquées ont compris les enjeux. Ce ne sont pas des trucs pour enfants, a déclaré la source. Si l'attaque était traçable aux États-Unis, c'est un acte de guerre. À l'époque, la CIA était dirigée par William Burns, un ancien ambassadeur aux manières douces en Russie qui avait été secrétaire d'État adjoint dans l'administration Obama. Burns a rapidement autorisé un groupe de travail de l'agence dont les membres ad hoc comprenaient, par hasard, quelqu'un qui connaissait les capacités des plongeurs en haute mer de la marine à Panama City. Au cours des semaines suivantes, les membres du groupe de travail de la CIA ont commencé à élaborer un plan pour une opération secrète qui utiliserait des plongeurs en haute mer pour déclencher une explosion le long du pipeline. Quelque chose comme ça avait déjà été fait auparavant. En 1971, la communauté du renseignement américain a appris de sources encore non divulguées que 2 unités importantes de la marine russe communiquaient via un câble sous-marin enterré dans la mer d'Okhotsk, sur la côte extrême-orientale de la Russie. Le câble reliait un commandement régional de la marine au quartier général du continent à Vladivostok. Une équipe triée sur le volet d'agents de la Central Intelligence Agency et de la National Security Agency a été rassemblée quelque part dans la région de Washington, sous une couverture profonde, et a élaboré un plan, utilisant des plongeurs de la marine, des sous-marins modifiés et un véhicule de sauvetage sous-marin profond, qui a réussi, après de nombreux essais et erreurs, à localiser le câble russe. Les plongeurs ont installé un dispositif d'écoute sophistiqué sur le câble qui a intercepté avec succès le trafic russe et l'a enregistré sur un système d'enregistrement. La NSA a appris que des officiers supérieurs de la marine russe, convaincus de la sécurité de leurs liens de communication, discutaient avec leur père sans cryptage. L'appareil d'enregistrement et sa cassette ont dû être remplacés tous les mois et le projet a continué joyeusement pendant une décennie jusqu'à ce qu'il soit compromis par un technicien civil de la NSA âgé de 44 ans, Ronald Pelton, qui parlait couramment le russe. Pelton a été trahi par un transfuge russe en 1985 et condamné à la prison. Il n'a été payé que $5 000 par les Russes pour ses révélations sur l'opération, ainsi que $35 000 pour d'autres données opérationnelles russes qu'il a fournies et qui n'ont jamais été rendues publiques. Ce succès sous-marin, baptisé Ivy Bell, était novateur et risqué, et produisait des renseignements inestimables sur les intentions et la planification de la marine russe. Pourtant, le groupe interagence était initialement sceptique quant à l'enthousiasme de la CIA pour une attaque secrète en haute mer. Il y avait trop de questions sans réponse. Les eaux de la mer Baltique étaient fortement patrouillées par la marine russe et il n'y avait pas de plateforme pétrolière pouvant servir de couverture pour une opération de plongée. Les plongeurs devraient, ils se rendre en Estonie, juste de l'autre côté de la frontière des quais de chargement de gaz naturel de la Russie, pour s'entraîner à la mission ? Ce serait une baisse de chèvre, a-t-on dit à l'agence. Tout au long de toutes ces intrigues, a déclaré la source, certains travailleurs de la CIA et du département d'État disaient « Ne faites pas ça. C'est stupide et ce sera un cauchemar politique si ça sort. » Néanmoins, au début de 2022, le groupe de travail de la CIA a fait rapport au groupe interagence de Sullivan « Nous avons un moyen de faire sauter les pipelines. » Ce qui est arrivé ensuite était stupéfiant. Le 7 février, moins de 3 semaines avant l'invasion apparemment inévitable de l'Ukraine par la Russie, Biden a rencontré dans son bureau de la Maison-Blanche le chancelier allemand Olaf Scholz, qui, après quelques hésitations, était maintenant fermement dans l'équipe américaine. Lors du point de presse qui a suivi, Biden a déclaré avec défi « Si la Russie envahit, il n'y aura plus de Nord Stream 2. Nous y mettrons fin. » 20 jours plus tôt, la sous-secrétaire Nuland avait livré essentiellement le même message lors d'un briefing du département d'État, avec peu de couverture médiatique. « Je veux être très clair avec vous aujourd'hui », a-t-elle déclaré en réponse à une question. Si la Russie envahit l'Ukraine, d'une manière ou d'une autre, Nord Stream 2 n'avancera pas. Plusieurs des personnes impliquées dans la planification de la mission du pipeline ont été consternées par ce qu'elles considéraient comme des références indirectes à l'attaque. C'était comme poser une bombe atomique au sol à Tokyo et dire aux Japonais que nous allons la faire exploser, a déclaré la source. Le plan était que les options soient exécutées après l'invasion et non annoncées publiquement. Biden ne l'a tout simplement pas compris ou l'a ignoré. L'indiscrétion de Biden et Nuland, si c'est ce que c'était, aurait pu frustrer certains des planificateurs. Mais cela a aussi créé une opportunité. Selon la source,
certains hauts responsables de la CIA ont déterminé que faire sauter le pipeline ne pouvait plus être considéré comme une option secrète parce que le président venait d'annoncer que nous savions comment le faire. Le plan de faire sauter Nord Stream 1 et 2 a été soudainement rétrogradé d'une opération secrète exigeant que le Congrès soit informé à une opération considérée comme une opération de renseignement hautement classifiée avec le soutien militaire américain. En vertu de la loi, a expliqué la source, il n'y avait plus d'obligation légale de signaler l'opération au Congrès. Tout ce qu'il avait à faire maintenant, c'était de le faire, mais cela devait encore être secret. Les Russes ont une surveillance exceptionnelle de la mer Baltique. Les membres du groupe de travail de l'agence n'avaient aucun contact direct avec la Maison-Blanche et étaient impatients de savoir si le président pensait ce qu'il avait dit, c'est-à-dire si la mission était maintenant lancée. La source a rappelé, Bill Burns revient et dit « Fais-le ».